Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer une idée qui a, tenez-vous bien, plus de 150 ans, mais qui est d'une actualité assez bluffante. C'est une idée qui nous donne des clés pour définir ce qu'est la maturité, pas seulement pour une église, mais en fait pour n'importe quelle communauté qui cherche à grandir, et à grandir sainement. Alors, la question de départ, elle est simple mais elle est fondamentale. Comment est-ce qu'une jeune communauté devient vraiment adulte? Quels sont les signes vitaux qui nous montrent qu'elle est non seulement vivante, mais qu'elle est aussi capable de se tenir debout toute seule? La réponse la plus connue à cette question, c'est une formule qui a traversé les époques. Et ce qui est vraiment fascinant, c'est qu'en la regardant de plus près, on découvre des principes qui éclairent pas seulement l'histoire des missions, mais aussi la santé de nos propres organisations, de nos propres communautés, ici et maintenant. Pour bien comprendre d'où vient cette idée, il faut faire un petit saut dans le temps. On part au cœur du 19e siècle, une époque où le monde était en pleine ébullition. À cette époque, il faut s'imaginer que le modèle dominant était ce qu'on appelle paternaliste. En gros, les missionnaires venus d'Occident géraient tout. Les décisions, l'argent, la vision, tout. Mais voilà que deux pionniers, l'anglais Henry Venn et l'américain Rufus Anderson, vont avoir chacun de son côté la même intuition radicale. Pour qu'une église soit durable, il faut qu'elle soit autonome. Et ils ont appelé ça la formule des trois autonomies. Leur vision, elle reposait sur une idée simple, mais pour l'époque, c'était une vraie révolution. Une communauté mature et en bonne santé, ça se tient sur trois piliers fondamentaux. Et ces trois piliers, les voici. L'autogouvernance, l'autofinancement et l'autopropagation. Trois mots qui ont complètement changé la définition même du but de la mission. Voyons un peu ce qu'ils cachent. Premier pilier, l'autogouvernance. L'idée est simple. Les décisions sont prises par les leaders locaux pour la communauté locale. Le rôle de celui qui vient de l'extérieur change du tout au tout. Il n'est plus un directeur à vie, non. Il devient un formateur, quelqu'un de passage. Et le point vraiment crucial, c'est que son succès se mesure à sa capacité à devenir inutile. Oui, inutile. C'est un peu le test ultime de n'importe quel bon leadership quand on y pense. Deuxième pilier, l'autofinancement. Une communauté mature, elle assume ses propres responsabilités financières. L'enjeu ici, c'est pas de refuser toute aide, attention, c'est de faire la différence entre un coup de pouce ponctuel et une dépendance qui, à la longue, fragilise. C'est la base même de la durabilité de n'importe quel projet, en fait. Et enfin, l'autopropagation. Ça, c'est le signe que la vision a vraiment pris racine. La communauté, elle ne fait pas que survivre, elle grandit, elle se multiplie par elle-même parce qu'elle est portée par une dynamique qui vient de l'intérieur. C'est la preuve que la mission est devenue un mouvement vivant, organique, et pas juste une institution qu'on aurait importée. Donc Venn et Anderson ont posé les bases. Mais quelques dizaines d'années plus tard, un autre penseur, Roland Allen, va arriver à apporter une critique à la fois prophétique et vraiment percutante. La force des mots d'Allen est juste incroyable. Il met le doigt là où ça fait mal, sur l'hypocrisie qu'il y a à dire qu'on veut que les autres grandissent, tout en refusant de lâcher le contrôle. Pour lui, cette contradiction est un poison qui paralyse toute croissance réelle et spontanée. Son diagnostic était sans appel. Le paternalisme, même quand il part d'une bonne intention, finit par infantiliser les communautés et les empêche de déployer tout leur potentiel. Il a été largement ignoré à son époque, mais l'histoire lui a donné raison. Il a été redécouvert bien plus tard, quand la croissance explosive du christianisme en Afrique et en Asie a prouvé de façon spectaculaire qu'il avait vu juste. Mais bien sûr, ce modèle des trois autonomies, ce n'est pas non plus une formule magique. Si on l'applique sans discernement, il peut lui aussi créer de nouveaux problèmes. On peut identifier trois dangers principaux. Le premier, c'est de créer une communauté qui est autonome sur le papier, mais qui reste en fait une copie culturelle d'un modèle étranger. Le deuxième, c'est de partir trop tôt et d'abandonner une jeune communauté face à des défis qu'elle ne peut pas encore gérer seule. Et le troisième, c'est que l'autonomie soit mal comprise et devienne de l'isolement, coupant tous les liens avec la communauté mondiale. On touche ici au grand paradoxe de tout accompagnement. Trop de contrôle, ça étouffe. Mais trop peu de présence, un retrait trop rapide, c'est un abandon. Toute la sagesse, c'est de trouver le juste équilibre entre ces deux extrêmes, de savoir quand et comment passer le relais. Face à ces limites, la réflexion a heureusement continué. Le modèle des trois autonomies a été complété, enrichi, pour devenir encore plus pertinent. Des penseurs comme Paul Hibert ou David Bosch ont ajouté un quatrième pilier, qui est essentiel, l'autothéologisation. C'est la capacité d'une communauté à lire les textes sacrés et à formuler sa foi avec ses propres mots dans sa propre culture, tout en restant fidèle au message originel. D'autres ont aussi parlé de l'importance de l'auto-expression pour que la culture locale s'exprime, ou même de l'autocritique, qui est le signe ultime de maturité.
Alors la grande question, pourquoi est-ce que cette vieille idée nous parle encore autant aujourd'hui au XXIe siècle? Tout simplement parce que le monde a radicalement changé, et cette grille de lecture nous offre un miroir assez puissant. En à peine un siècle, le centre de gravité du christianisme a basculé. Il n'est plus en Occident, il est dans ce qu'on appelle le Sud global. La conversation n'est plus à sens unique, c'est devenu un dialogue mondial entre partenaires égaux. Le vieux modèle paternaliste n'est pas seulement dépassé, il est devenu complètement obsolète. Et du coup, ces 4 principes deviennent un super outil de diagnostic, un véritable bilan de santé pour n'importe quelle communauté. Qui prend les décisions? D'où vient l'argent? Qui porte la vision? Et comment cette vision est-elle vécue localement? Ces questions, elles nous concernent absolument tous, où qu'on soit sur la planète. Finalement, toute cette réflexion nous laisse avec une question fondamentale. Et si l'autonomie, l'indépendance, ce n'était pas le but final? Si c'était en fait la condition nécessaire pour entrer dans une toute nouvelle phase, celle d'un vrai partenariat interdépendant, où chaque communauté, mature et responsable, peut à la fois donner et recevoir au sein d'un grand réseau mondial. C'est une question qui mérite qu'on y réfléchisse,